Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai effectivement la lourde tâche d'ouvrir cette session d'après-midi. Donc en guise de promenade digestive, je vous propose un petit tour dans le sud-est de la France, en Provence, pour vous parler de la Vendée et de la Vendin. J'en profite pour remercier les organisateurs de cette journée pour me donner l'opportunité de présenter une culture qui fait partie des espèces dites mineures. Et donc vous présenter un programme de recherche qui visait à développer des stratégies de lutte contre ce problème parasitaire majeur pour ces cultures. Alors, je n'étais pas l'animateur du projet. Il a été conduit, déposé, porté par l'ITEPMAI. C'est Cédric Yvain, qui ne travaille plus à l'ITEPMAI depuis quelques années, qui a animé ce projet. Je tenais quand même à rendre hommage au travail qu'il a fourni pendant ces 3 ans pour le suivi de ces travaux. Alors, comme je le disais, les cultures de la Vendée et la Vendin sont considérées comme cultures mineures, donc en guise un peu d'introduction, je vais vous repréciser le contexte technico-économique dans lequel on se situe. Alors les cultures de la Vendée et la Vendin, c'est aujourd'hui un parcellaire qui s'approche des 22 000 hectares, un peu plus de 17 500 hectares pour les cultures de la Vendin, un peu plus de 4 000 hectares pour les cultures de la Vendée, et donc c'est des cultures qui sont très ancrées dans le territoire provençal, donc sur les régions Auras et PACA. Donc, en termes de volume, les récoltes sur la lavande, on est à peu près à 80 tonnes d'huile essentielle qui sont récoltées annuellement. Sur le lavandin, on est à 1400 tonnes. Tout ça pour un chiffre d'affaires à la production qui est estimé à environ 30 millions d'euros, donc 25 millions pour le lavandin, 5 millions pour la lavande. Et donc avec différents marchés qui sont concernés. Pour le lavandin, c'est assez schématiquement le marché de la parfumerie dite fonctionnelle. Donc on va trouver tous les détergents, les lessives, les choses comme ça. Pour la lavande, c'est des marchés à plus haute valeur ajoutée, puisque ça va être la parfumerie fine principalement, et un petit peu d'autres marchés type aromathérapie. Il faut avoir aussi en tête qu'au-delà de l'impact direct économique de ces cultures, il y a tout un tas d'autres pans de l'activité économique qui sont impactés par les cultures de la Vendée et de la Vendin. Je pense notamment, en disant ça, au marché du miel de lavande, qui est au moins aussi important que celui de l'huile essentielle, et puis bien sûr l'activité touristique, pas forcément facile à chiffrer, mais extrêmement liée à ces cultures sur le quart sud-est de la France. Au niveau du contexte technique, il faut savoir que ce sont des cultures sur lesquelles la base génétique est extrêmement réduite. Si on prend les 17 600 hectares de lavandin, il faut avoir en tête que 80% de ces cultures sont implantées avec un seul et même clone, le clone Grosso. Donc très peu de diversité génétique. On est également sur des cultures qui sont extrêmement faibles en termes de rotation. Donc tout ça, ça nous donne des très très jolies photos, comme celles que vous avez, qu'on voit peut-être pas très très bien là sur l'écran. Donc des très jolies cartes postales, des très jolies photos, mais vous conviendrez en voyant cette photo qu'on est assez éloigné des préceptes de l'agroécologie. Par ailleurs, ce sont des cultures qui sont assez fortement impactées par les modifications climatiques, et on l'a constaté de façon extrêmement forte ces dernières années. Et par ailleurs, ce sont des cultures qui sont soumises à une pression forte, sans cesse croissante, du phénomène de dépérissement, sur lequel on va s'appesantir là pour les prochaines minutes. Alors le dépérissement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, je le disais, le phénomène parasitaire majeur qui impacte ces cultures. L'agent responsable, c'est le phytoplasme de Stolbur, qu'on trouve sur d'autres cultures, hein, la tomate notamment. Et ce phytoplasme, il est véhiculé par un insecte vecteur, une cixide, qui répond au doux nom de Hyalestes obsoletus. Donc c'est une petite cixide de 2-3 mm de long, qui va piquer les lavandes, qui va donc acquérir le phytoplasme va maturer dans les glandes salivaires de cet insecte, et puis donc il va aller repiquer d'autres individus pour s'alimenter, et ce faisant véhiculer le phytoplasme qui va ensuite s'accumuler, se multiplier, s'accumuler dans les vaisseaux conducteurs de sève, et donc limiter les capacités de la plante à s'alimenter. Et tout ça va nous donner à plus ou moins court terme des plants qui sont, comme on le voit ici, nanisants, qui sont jaunes, qui sont chétifs, et donc ça peut conduire à la mort, alors dans des laps de temps plus ou moins lents en fonction notamment des contextes climatiques, mais ça peut être en fonction des années extrêmement rapide. Alors à ce jour, il n'existe pas de lutte directe contre le dépérissement, donc on est sur des méthodes de lutte indirectes. Donc la première méthode de lutte, c'est le choix de matériel végétal qui est tolérant. La deuxième moyen de lutte, c'est l'utilisation de plants sains. On a fait la démonstration que si on part avec des plants qui sont déjà contaminés par le phytoplasme, on pouvait avoir 30% déjà des individus qui sont voués à développer des symptômes de dépérissement.
Et puis de plus en plus maintenant ça passe par des nouveaux itinéraires culturaux. Alors la diapo suivante pour vous repréciser un petit peu, pour illustrer un petit peu cet insecte vecteur, hein, donc cette petite cixide que vous avez ici au stade larvaire et puis au stade adulte. Alors c'est un insecte qui a la mauvaise idée de passer 10 mois de l'année sur 12 dans le sol à l'état larvaire, et puis d'abord en tant qu'œuf et puis à l'état larvaire, et puis donc qui va éclore, on va dire juin-juillet au stade adulte, qui va piquer les plantes et puis donc assumer cette recontamination de plant en plant. Donc on n'a pas de méthode de lutte contre cet insecte. Au stade larvaire, on ne sait pas comment faire, et puis au stade adulte, on est à une période où les Hyalestes obsoletus cohabitent avec toutes les populations d'abeilles, et donc lutter contre l'insecte aussi mettre en péril toutes les populations d'abeilles, et donc par effet de ricochet le marché du miel de lavande. Donc ce problème a été depuis quelques années jugé extrêmement prioritaire par la profession lavandicole. Donc tout ça s'est traduit par un certain nombre de programmes de recherche. Donc un précédent programme CASDAR entre 2008 et 2010. Par ailleurs, au sein du réseau PAM, donc les structures techniques qui œuvrent pour ces filières-là, on a des travaux récurrents de création variétale, donc qui visent à proposer aux agriculteurs du matériel végétal qui soit tolérant au dépérissement. On a tout le dispositif de sélection sanitaire et de mise en place de filières plan sain aussi maintenant qui est bien rodé et qui permet d'assurer un approvisionnement en plants de qualité. Et puis il y a tout le travail de fond qui est réalisé par les conseillers techniques sur le terrain pour le suivi des cultures. Malgré tous ces efforts, les résultats n'étaient pas à ce jour satisfaisants, et donc la profession a souhaité amplifier ses travaux, et donc cela s'est traduit par la rédaction d'un appel à projet qui a été lauréat, et sur lequel je vais vous détailler un petit peu les travaux qui ont été conduits. Alors, d'abord, quelques mots sur la construction du programme. La construction du programme, ça nous a occupé pendant presque un an, et on a souhaité, pour construire ce programme, associer différents acteurs. Alors d'abord les producteurs de lavande et de lavandin, donc pour leur connaissance des cultures, pour l'ensemble des observations un peu empiriques qu'ils avaient pu faire sur leurs parcelles, pour les petits essais aussi qu'ils étaient amenés à conduire à droite à gauche sur leurs exploitations. On a associé bien évidemment l'ensemble des techniciens et des expérimentateurs de la filière. Et puis on a aussi associé des membres de notre conseil scientifique pour leur expertise sur la qualité des travaux qu'on allait mettre en œuvre, et puis aussi pour leur connaissance de programmes sur d'autres filières, sur d'autres cultures, programmes sur lesquels on pouvait éventuellement s'inspirer pour dégager des pistes de travail. Certains représentants, éminents représentants ou ex-éminents représentants de ce conseil scientifique étant présents dans l'Assemblée, je me tenais de le signaler. Alors, on a parlé de co-construction ce matin. J'insiste sur ce point parce que c'était vraiment important pour nous, dès le début, très en amont, d'associer les producteurs au niveau des choix qui allaient être faits sur la construction de ce programme, d'avoir un petit peu leur ressenti pour qu'ils puissent être très intimement impliqués à ce qui allait être fait. Donc à la fois en amont et puis après derrière sur tous les comités de pilotage où on avait des représentants de la production lavandicole qui étaient présents avec nous. Alors ce programme avait 4 objectifs principaux, les 2 derniers découlant des 2 premiers. Le premier, c'était la poursuite, le renforcement de l'acquisition de connaissances sur les causes du dépérissement à phytoplasme. Le deuxième objectif, c'était améliorer les connaissances sur Hyalestes obsoletus, donc l'insecte vecteur. Donc après, par effet aussi de ricochet, on avait les interactions plantes-insectes qui étaient impactées par ces travaux. Et puis, de cette acquisition de connaissances, pour nous, ça nous permettait de dégager des pistes de recherche sur des modifications d'itinéraires de culture, et puis aussi définir de façon plus pertinente les critères de sélection qu'on allait mettre en œuvre dans les travaux qu'on a en annexe sur la création variétale. Donc tout ça s'est traduit en fait par un programme qui était construit autour de 3 axes. Le premier axe, c'était l'identification des causes du dépérissement, au sens générique du terme, donc être capable de faire la part des choses entre ce qui relevait d'un contexte climatique particulier, ce qui relevait de conditions agronomiques particulières, et puis ce qui relevait à proprement parler du phytoplasme du stolbur.
Le deuxième axe de travail, c'était l'amélioration des connaissances sur l'insecte vecteur, ILSS obsoletus. Et puis, le troisième axe, c'était le lien entre la plante, lavande lavandin, et puis cet insecte vecteur. Et puis, derrière, l'évaluation de premières méthodes de lutte. Donc, c'est un programme qui s'est fait en partenariat avec le CRIEPAM, donc un institut de recherche adossé à l'ITEPMAI, l'INRA d'Avignon, l'Université de Saint-Étienne, le laboratoire de l'Université de Saint-Étienne, et puis l'ITSA. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a fait dans ce programme? Donc là, je vais vraiment faire un 360 sur ce qu'on a pu mettre en œuvre, puisque c'est assez compliqué de résumer en quelques minutes ce qui nous occupait au sein d'un comité de pilotage d'une journée, voire d'une journée et demie. Donc le premier, c'était le lien entre le dépérissement et puis les séquences climatiques. L'idée, c'était de se dire, on était dans une période où le dépérissement était très fort. C'était assez lié aussi à des années compliquées au niveau climato, avec soit des hivers très chauds, soit très secs, soit des sécheresses aussi automnales, là, au moment où la lavande fait ses réserves. Donc c'était important de regarder le lien entre le stress hydrique et puis le dépérissement. Donc ça s'est fait au travers d'essais contrôlés, comme celui que vous avez sur la diapo, là, avec des apports d'eau différenciés, puis de regarder si ça permettait d'apporter une réponse au dépérissement. On a regardé aussi les liens entre les séquences climatiques et puis les dépérissements. Et puis regarder aussi si au niveau des panels de variétés qu'on avait à notre disposition, il y avait une réponse différenciée de ces variétés à des contextes climatiques différents. Ça, c'était pour l'aspect climatique. On a regardé aussi l'aspect agronomique. Alors, c'est vrai qu'on a fait le constat qu'on regardait ce qui se passait au niveau aérien, mais on n'a jamais tellement fait l'effort de regarder de façon un peu précise ce qui se passait au niveau racinaire. Alors c'est un peu paradoxal quand on fait de l'agronomie, ça c'était pour la petite séance d'autoflagellation. Mais on a voulu, donc au sein de ce programme, vraiment regarder un peu plus au niveau racinaire ce qui s'était fait. L'idée étant de dire le phénomène de tolérance peut être lié à un système racinaire différent entre les variétés. Donc on s'est mué le temps de quelques semaines ou quelques mois en fossoyeur. Et puis donc on a regardé au niveau des systèmes des racinaires des lavandes ce qu'il en était. Alors qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça comme conclusion? On a pu faire la démonstration, bon ça c'est pas une grande surprise, que l'état des plantes, l'état hydrique était vraiment dégradé pour les plantes symptomatiques. On n'a pas tiré de conclusion probante sur l'intérêt d'un apport d'eau comme réponse au dépérissement. On a pu voir dans un premier temps que les variétés répondaient différemment à des stress hydriques. On espérait voir des corrélations entre des biomasses racinaires et puis des symptômes de dépérissement, donc pour répondre à cette hypothèse que le système racinaire pouvait être une explication éventuelle et potentielle du phénomène de tolérance. Ça ne s'est pas traduit dans les faits par les conclusions qu'on a pu tirer. Et puis, quand on a évalué différentes techniques d'implantation, on a quand même fait la démonstration qu'une installation par semis direct par rapport à une plantation, donc la plantation c'est vraiment la pratique culturelle la plus répandue, le semis direct permettait une meilleure qualité d'enracinement. Ça a été extrêmement probant au niveau des essais qu'on a conduits. La deuxième action visait à étudier de façon beaucoup plus précise l'insecte vecteur. Donc tout ça s'est traduit par la mise en place d'un réseau de piégeage qui a mobilisé tous les techniciens de la filière. Donc une trentaine de parcelles étaient suivies par an. Et donc au travers d'un dispositif de piégeage, des pièges jaunes ou englués comme ça, ou d'aspiration, on a pu suivre pendant 3 ans une trentaine de parcelles. Et donc de regarder comment la dynamique de cet insecte vecteur évoluait. Ça nous a permis de caractériser la dynamique de vol sur les principales zones de production. Et donc d'avoir comme ça une vision, une photographie un petit peu plus précise du positionnement de ILSS obsoletus en fonction des zones de production et puis en fonction des types de parcelles qu'on avait à suivre. À travers cette troisième action, on a aussi mis au point, ça a permis de terminer la mise au point du test de détection du phytoplasme, un test PCR qui marchait bien sur plante, qui marchait moins bien sur l'insecte. Donc le programme a permis de mettre au point ce test de façon beaucoup plus précise. Alors, le réseau piégeage, c'est maintenant quelque chose qui fonctionne bien, qui a mobilisé, sur lequel on est maintenant en mesure d'acquérir des données, avec des fortes hétérogénéités de capture entre les zones de production. On a pu quand même constater de façon un peu plus illustrée que globalement l'état sanitaire des parcelles et puis les effectifs d'insectes piégés étaient assez fortement corrélés. Et puis on a pu donc valider un test de détection du phytoplasme dans l'insecte vecteur, ce qui nous sert aussi dans la suite des travaux qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre le dépérissement. La troisième et dernière action, c'était étudier les interactions entre la plante et l'insecte et puis mettre en place des méthodes de lutte. Donc avec les données qu'on a pu collecter sur le réseau piégeage de l'insecte vecteur, on a pu adapter un modèle de prévision de sortie des adultes. Donc ça nous sert aussi
en termes de communication, de diffusion d'informations auprès des producteurs. On a pu regarder de façon un peu plus précise la biologie des larves de l'insecte vecteur, qui est aussi un moyen de transmettre le phytoplasme, et puis travailler à la limitation de la colonisation des jeunes parcelles, donc via des couverts végétaux. J'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. On a évalué des méthodes de lutte, donc basées sur l'utilisation de l'argile kaolinite. Et puis on a regardé avec l'ITSAP, on s'est assuré avec l'ITSAP que ces méthodes de lutte n'avaient pas un impact négatif sur les populations d'abeilles et sur la nectarification. Et puis on a regardé aussi de façon un petit peu plus précise l'appétence et l'attractivité des différentes variétés de lavande et de lavandin pour l'insecte vecteur Hyalestas obsoletus. On a travaillé aussi sur un point qui nous semblait intéressant au début, sur lequel on s'est un peu cassé les dents, c'est l'intérêt du greffage. L'idée, c'était de faire un peu ce qui se fait sur d'autres espèces, donc regarder si, en greffant une variété sensible sur un porte-greffe tolérant, on pouvait avoir une réponse intéressante. Là, on s'est heurté à une difficulté technique de réalisation du greffage. Et c'est vrai que ça a été un petit peu frustrant pour nous de ne pas pouvoir avoir de résultats là-dessus. Alors, sur ce point-là, donc quelques éléments conclusifs. Donc, on a fait un lien assez fort entre la tolérance et la présence d'insectes. Alors, on ne sait pas pourquoi un insecte est plus ou moins attiré par telle ou telle variété de lavande ou de lavandin. C'est encore une question en suspens. Mais par contre, on a fait la démonstration que les variétés tolérantes n'hébergeaient pas, ou très peu, de larves de Hyalestas obsoletus. On a fait la démonstration de l'intérêt de nouvelles pratiques culturales au travers des écrans végétaux et puis de l'utilisation de l'argile kaolinite. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, un échec, je sais, le terme n'est peut-être pas très bien choisi, mais une déception pour nous sur la technique du greffage sur lesquelles on avait misé de forts espoirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce programme? C'est que ça nous a permis d'accumuler quand même des informations nombreuses et importantes sur la connaissance du dépérissement au travers de la trentaine d'essais agronomiques qui étaient suivis annuellement. Il y a des points de compréhension qui sont encore flous, malheureusement. Je disais, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi est-ce qu'une variété est tolérante, pourquoi est-ce qu'une variété est moins attractive qu'une autre pour l'insecte vecteur. Mais ça nous a permis de dégager des nouvelles pistes de travail au niveau des itinéraires de culture. Et tout ça, ça s'est traduit par le dépôt d'autres appels à projets. Un projet Ecostol, donc, qui a été lauréat au CASDAR Recherche Technologique, qui visait à étudier de façon beaucoup plus fine l'insecte vecteur Hyalestas obsoletus. Et puis un programme qui a démarré cette année, la Récital pour réponse aux évolutions climatique par l'innovation et les techniques alternatives, et en fait qui est la traduction d'une nouvelle façon d'appréhender le problème du dépérissement. C'est-à-dire que moi, ce que je retirais quand même conclusion assez forte de ces 3 ans, c'est qu'on n'est plus dans une idée de lutter de façon directe contre ce phénomène, on est plutôt à se dire, le dépérissement il est là, comment est-ce qu'on va faire pour vivre avec? Et vivre avec, ça passe par des nouveaux itinéraires de culture, donc qui valorisent notamment tous les enherbements, les couverts végétaux sur lesquels on va travailler, qui valorise la gestion des changements climatiques. Et si on vient à la jolie photo que vous avez pu voir sur la 2e ou 3e diapo, je ne sais plus, donc la jolie carte postale, peut-être que dans les années à venir, à l'issue de ces programmes de recherche, la carte postale elle sera sensiblement différente et qu'on va avoir une modification assez notable des pratiques culturales et des itinéraires. Et donc pour ça, je vous donne rendez-vous dans quelques années si on a l'occasion de représenter à l'occasion d'un futur symposium ce qui a été fait. Et peut-être que les photos seront assez différentes de ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention.